C'est bon pour l'audition? Ça va? Écoutez, je vous remercie de me recevoir dans un établissement qui a un lien avec l'alimentation, qui a un lien avec la santé de nos semblables. Je remercie Fanny qui a réussi à amener son médecin ici. D'accord, c'était le hasard, un petit peu. Pour ajouter juste une petite chose, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez pour poser des questions. Alors, ma présentation, je suis qui? Je suis médecin. Médecin de quoi? Médecin rhumatologue, médecin de médecine physique et nutritionniste. Depuis 30 ans, par hasard. Et donc, je porte sur mes épaules à peu près un demi-siècle de médecine. C'est-à-dire que je suis sur la retraite, mais j'ai une passion, c'est la santé. La santé, c'est-à-dire l'amont de la maladie. Et comment je suis tombé dans la marmite de la nutrition, je vais vous faire passer cette planche, vous faites passer entre vous, car je pense que dans chacun d'entre vous veille un consommateur qui est intéressé par sa santé. Et quand j'ai commencé ma nutrition, c'est cette image-là qui m'a fait le titre, qui m'a déclenché le rôle de la nutrition dans la santé. Parce que dans les années 80, on n'en parlait pas tellement. Alors vous le faites passer au... Alors vous regardez, il y a des couleurs, et puis vous allez me dire ce que ça vous suggère. Alors il y en a qui ont fait de la biologie, peut-être, ou qui ça va peut-être rappeler quelque chose. Mais moi, quand j'ai fait mes études médicales dans les années 60, ça n'existait pas. Ce genre de schéma n'existait pas. Alors, pour la petite histoire, donc, par hasard, il y a une trentaine d'années, j'ai eu une observation dans mon centre de rééducation. En dehors de la rééducation, j'avais donné une substance à quelqu'un et j'ai l'impression que j'avais touché quelque chose dans la physiologie. Et je me suis intéressé depuis cette époque-là, depuis les années 80, au vieillissement de l'être humain. Okay. Donc ça fait 30 ans. 30 ans, j'avais 30 ans de moins. Et quand je suis tombé sur cette image-là, vous l'avez regardé l'image-là? Sur cette image-là, je me suis rendu compte du rôle de la nutrition dans la santé. Parce que nous, dans la formation médicale, nous n'avions aucune notion de nutrition. Je ne sais pas si vous êtes au courant actuellement des études de nutrition en France, pour vous dire que on n'est pas très bon. Par rapport aux années passées, les ténors sont partis, les maîtres sont partis. Actuellement, il y a un parisianisme, il y a des bouquins qui sont sortis depuis les années 85, nous sommes sous le joug de ce qu'on appelle le plan national nutrition santé. Vous avez cette notion de plan national nutrition santé? Vous savez que toutes les diététiciennes, les nutritionnistes sont formés par le plan national nutrition santé, où il y a un collège en France de spécialistes, donc qui donne les indications, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour vous tous, quelles sont les normes, si vous voulez, de l'alimentation équilibrée. Et ils ont fait ce qu'on appelle le plan PNS. Alors vous avez le plan PNS, ça vous dit peut-être bien, mais vous savez, quand vous voyez la télévision, il faut bouger, il faut bouger, il faut marcher, hein, et bouger, manger, c'est ce qu'ils disent là. Ils vous disent, bouger. Vous savez pourquoi ils mettent ça, en fait, à la télévision? Dès que vous avez un article alimentaire, vous avez ça, il faut manger, bouger. Parce que sinon, ils ont une amende. Ils ont une amende. Donc, ils mettent ça, ils sont nickel. Le plan nutrition santé, c'est ça. Alors, tous les seniors, les associations de seniors, tout soir, reçoivent ça. Le plan nutrition santé. Il y a des conseils concernant les fruits, les légumes, les céréales, les féculents, les laits, les graisses. Il est dangereux. Mais dangereux sérieusement. C'est-à-dire qu'on va dans le mur au point de vue santé. Vous n'avez pas cette notion parce que vous n'êtes pas dans le bain de la santé, de la maladie. Mais comme je disais à Fanny, je suis très pessimiste quant à la santé du futur. Il y a une équation qu'on ne pourra pas échapper. Il va y avoir des pathologies qui vont arriver, d'abord parce qu'on dit de plus en plus, donc il y a des pathologies dégénératives. Mais surtout, les jeunes, et notamment le fœtus, commencent déjà à avoir des signes de mutation qu'on observe, qui sont assez alarmants. Et donc, vous avez vu cette image-là? C'est bon, vous regardez? Donc, c'est pour vous dire, si vous voulez, que je peux vous toucher dans un titre de consommateur personnel. Certains ont des enfants, c'est très important. D'autres sont dans les seniors, comme moi, un petit peu. Mon thème que je développe, je fais beaucoup d'interventions dans les villes de cure, c'est l'espérance de vie sans handicap. Alors là, je tombe chez vous des jeunes qui n'avaient pas tout ce problème, mais ça commence là, vous allez voir que ça commence là, que tout se joue et tout se gagne pour l'avenir. Et donc, je vais vous donner des notions, si vous voulez, que vous pouvez, parce qu'il faut manger tous les jours, vous savez qu'il faut manger tous les jours, il faut acheter il faut faire le marché. Donc, je vais vous donner des notions, mais vous pouvez m'interrompre à tout moment, parce que c'est du vécu au jour le jour que vous allez faire, bien sûr.
Alors je vais vous montrer sur ce plan et je vais vous montrer où sont les pièges et où sont les dangers. Alors cette photo que vous avez vue, vous l'avez vu la photo là? Cette photo. Ça vous évoque quelque chose, ça? Ça vous dit quelque chose? Moi je l'ai dit à cette photo. Non, ça vous dit rien? Il n'y a pas eu des études en biologie là, ou les troisièmes, les quatrièmes, on a passé par là. Tout ça, les jeunes, ils le savent, ça. Alors parfois, je vais finir par me planter là, parfois les gens me disent c'est un intestin. Parfois ils me disent c'est un ADN. Ça c'est une partie que vous avez en vous. On a tous en nous. Ça, ce sont des membranes cellulaires. Toutes nos membranes cellulaires sont faites d'huile, de graisse. Okay? C'est comme ça. Et la cellule la plus riche en graisse, laquelle c'est? Le neurone. Et d'où viennent ces graisses? D'où viennent ces graisses? C'est pratique ça tous les jours là. De l'alimentation. Et d'où vient notre alimentation? C'est basique ça. Parce que, c'est-à-dire que si je comprends bien, vous arrivez quelque part, vous mettez les pieds sous la table, on vous sert une assiette, vous mangez et vous repartez. Donc, d'où vient l'alimentation? Oui, mais avant, oui, d'accord, ça part de là. Mais entre la plante et l'animal et la table, quel est l'intermédiaire? L'agriculteur, mais après encore, à la fin de la chaîne, qu'est-ce qu'il y a? Le consommateur, le marché. Vous vous rendez compte que suivant l'une que vous choisissez, vous jouez votre avenir là-dessus. Et depuis 30 ans que je travaille sur ces thèmes-là, actuellement, vous savez, je suis un nutritionniste un peu spécial, je vais à l'encontre des autres. On est quand même quelques-uns à être comme ça. Je dédiabolise les graisses. Hier, j'étais à Genis-les-Bains, chez M. Guérard, puisque j'y vais depuis 18 ans. Si vous voulez maigrir, mangez gras. Je déculpabilise la graisse. Tout ce que je vous dis, c'est scientifiquement prouvé, mais moi, comme je suis clinicien, j'ai des résultats sur l'humain aussi. D'accord? Si vous restreignez, si vous diabolisez les graisses, vous ne pouvez pas vous en tirer, vous êtes foutu. C'est de la chimie. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc déjà, si je vous sensibilise, et si je vous dis le matin, en mettant les pieds par terre, les membranes cellulaires, c'est de l'huile, ben ça vous rappelle de s'en occuper, quoi. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous occuper de cette huile que vous allez mettre dans vos cellules. Ok? Et je dédiabolise deux choses, la graisse, et là on ne le voit pas, mais entre les jambes des graisses, là, on appelle ça des phospholipides, il y a du cholestérol. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'émission entière sur Michel Sémiès et le cholestérol. C'est un cheval de bataille, j'en parle dans mon bouquin déjà, depuis 18 ans, je dédiabolise le cholestérol. C'est-à-dire que je dis que le cholestérol c'est un marché, c'est une arnaque. Ok? Or dans le thème qu'il y avait hier avec Michel Sémiès, c'était pour savoir qu'ils ont été gentils, parce qu'ils ont abordé toute une partie du problème. Ce qu'il a voulu faire ressortir Michel Sémiès au travers des pontes qu'il y avait parisiennes et tout ça, et il y avait aussi le directeur de la revue Prescrire. Il n'avait pas fait venir des opposants qui s'appellent le professeur Révin, je ne sais pas si vous voulez le professeur Révin, le scandale des statines et ainsi de suite, qui, pour la petite histoire, est passé sur l'Express il y a un mois, le professeur Révin, et qui nommait nominativement les cardiologues parisiens qui étaient en cheville avec le laboratoire. Alors, ils ne les ont pas fait venir sur le plateau hier, mais pour en revenir au cholestérol et les statines, quand je fais vous peut-être pas parce que vous êtes encore jeune, mais le nombre, tous les gens sont sous statines. Ce sont des médicaments anti-cholestérol, qui sont dangereux. Alors ce qu'a réussi à faire dire Michel Sémiès au patron, au cardiologue, c'est que, au travers d'une prise de sang qu'on vous fait, on vous dit que vous êtes malade. Une prise de sang, un chiffre malade. Alors, et à partir de là, les médecins sont éduqués pour dire qu'il faut donner des statines parce que ça protège le cœur. Et vous partez sur des statines à vie, des médicaments chers, lourds, dangereux, à vie. Ce qui a réussi à faire dire Michel Sémiès au patron, c'est que la prescription des statines, c'était seulement quand on avait fait déjà un accident cardiovasculaire. Et que là, effectivement, il pouvait y avoir une indication, mais pas en première intention. Parce qu'en première intention, on part, mettons, il y a 120 000 cardiaques en France, on part sur des millions de la population. Vous voyez les intérêts, donc vous voyez le danger, effectivement, le marché qui s'initie dans les problèmes de la santé. Et nous, là, c'est pas trop fort, les médecins ont été éduqués comme ça, un petit peu aussi. Donc c'est pour vous dire la vigilance que vous devez avoir dans la prévention. Je vais vous dire une chose.
depuis le temps que je collègue en médecine, le corps, il m'a parlé de deux caractéristiques dans le corps. C'est qu'il est solide. C'est un corps jeune, il est solide. Vous savez combien ça marche un corps? Un siècle. Un siècle de vie. Même pas une voiture, même pas un bateau, ça ne dure pas aussi longtemps. Hein, okay. Un siècle de vie. Ça, c'est le bon côté de l'histoire. Le côté le plus difficile, c'est qu'il est sournois. Il est sournois. Ça veut dire quoi qu'il est sournois? C'est-à-dire que, entre le moment où l'homme, ou une femme va faire un infarctus à 55, 60 ans, ou un cancer, et la lésion initiale, au début, silencieuse, il y a 40 ans. Ça peut débuter à 7 ans, 8 ans, une lésion. Donc, entre le moment où la lésion débute et le moment où il y a une manifestation clinique, ce sont des décennies qui se passent, sans un signe. Alors que la voiture, dès que vous avez un voyant rouge, vous arrêtez tout et vous sauvez le moteur. C'est ça la difficulté. Et dans ce stade-là, à l'amont de la maladie, c'est là que tout se joue. Et comment gérer, si vous voulez, effectivement, comment gérer sa santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors bien sûr que vous avez compris pourquoi je suis allé au marché. Quand j'ai vu que les huiles c'était dans les moments similaires, je me suis dit, sans marché, pas de survie. Hein. Voilà comment je suis devenu spécialiste de la nutrition. Alors, c'est comment protéger sa santé par l'alimentation. Parce que de toutes les recherches qu'il y a actuellement, on revient à la case de départ, c'est-à-dire on revient à l'hygiène. C'est-à-dire que l'hygiène, c'est activité physique et alimentation. C'est incontournable. Mais qu'est-ce que ça veut dire hygiène, activité physique et alimentation au XXIe siècle par rapport au XXe? Il y a eu beaucoup de bouleversements, d'accord? Donc on a là-dessus, bien sûr, depuis les années 85-86, il y a le business qui est arrivé quand même, beaucoup de bouquins sont sortis. Et puis avec les problèmes, bien sûr, de l'agriculture, les problèmes du comportement des consommateurs, et ainsi de suite. Donc là-dessus, se sont greffés, bien sûr, beaucoup de médecins, notamment des Parisiens, avec des problèmes de régime. Que je vous dise, par exemple, les régimes, pour vous poser une petite question, les régimes, ça n'existe pas. À part quelques cas très particuliers. Les régimes, vous savez, même le diabétique, il n'a pas de régime. Parce qu'à la limite, il faudrait manger comme lui, pratiquement. C'est lui qui a l'équilibre nutritionnel. Donc il faudrait se rapprocher de son mode nutritionnel. Alors, donc, la nutrition, c'est un pilier très important, bien sûr, de la santé. Mais comment ça marche à l'intérieur de votre corps? Dès que vous mettez les pieds par terre, d'abord vous dites, ah, les membranes c'est de l'huile. Vous avez remarqué que sur les tables, il n'y a plus d'huiliers. Vous avez des huiliers sur les tables. Vous les avez chez vous, les huiliers. Dans la restauration, vous avez vu des huiliers. Dernièrement, je faisais une intervention là, avec André Laguin à l'école hôtelière de Doch, où il y avait le centre anti-cancéreux et le Rotary. Et André Laguin m'a présenté la brigade donc, des jeunes qui avaient, les chefs qui avaient, ainsi de suite. Puis il y avait donc 5 convives avec des tables qui étaient mises, magnifiques, ainsi de suite. Et bon, j'avais pas commencé la conférence encore. Et bon, je leur dis, les tables sont magnifiques, mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Oh, j'étais surpris, ainsi de suite, je ne savais pas où je voulais arriver. Mais attendez, si vous me cachez des huiliers, vous me cachez des cellules. D'accord? Les huiliers, c'est le pivot de la santé. Ça, c'est... vous avez la démonstration là. Or, ils ont disparu de la table. Pourquoi ils ont disparu de la table? Alors, par exemple, je ne sais pas si ici, vous avez une restauration collective ici. Même si vous êtes dans le bio. Vous n'avez pas de restauration? Vous rentrez chez vous? Ah, mais non, vous avez des huiliers sur la table chez vous. Ils sont chez vous, les huiliers. Mais en restauration collective, ils ont disparu. Alors on m'a expliqué que c'était l'Europe qui avait fait ça. C'est-à-dire que l'Europe avait interdit les huiliers sur les tables. Parce qu'au fur et à mesure que je fais des conférences, depuis mettons une vingtaine d'années, le public a changé. Parce que le public, ils vont sur Internet, ils ont des revues, et ainsi de suite, ils savent des choses. Puis il y a quand même parfois, je tombe sur des gens qui sont des professionnels dans une certaine discipline. Et on m'a dit que c'était l'Europe, effectivement, qui avait donc interdit les huiliers sur les tables. Et quelqu'un m'a dit au cours de notre conférence, non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il faut que les huiliers soient nominatifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait huile de noix, huile de lin, huile d'olive, nominatif. Alors ils ne sont plus, hein, ils ont disparu. Mais ce qui ne veut pas dire, si vous voulez, effectivement, qu'il ne faut pas les mettre chez vous. Donc si un jour je passe à la postérité pour y en faire remettre les huiliers sur la table, c'est fondamental. Parce que ce que je vous raconte là, c'est qu'il se trouve que je ne suis pas chercheur, je suis clinicien. Mais moi, je m'accroche à la recherche sur la lecture, pratiquement. Mais comme j'ai une population qui m'écoute ou qui fait des choses,
sur une vingtaine d'années, je vois les retours, pratiquement, quand ils ont modifié leur comportement nutritionnel par rapport ne serait-ce qu'aux huiles. C'est incroyable, je vous le dirai, parce que vous allez voir qu'avec l'huile, vous allez voir ce que ça touche dans le corps. Voilà donc, le matin, quand vous vous levez, on va prendre de l'huile, et dès que vous mettez le pied par terre, il y a un conflit qui commence. Pas un conflit avec l'employeur, pas un conflit avec le conjoint, pas un conflit avec les enfants, non. Un conflit dans votre intérieur. Ce conflit, c'est un conflit entre les gènes et l'environnement. Conflit entre les gènes et l'environnement. C'est incontournable. Et depuis l'an 2000, on a décrypté le génome, donc on a pu voir, découvrir ce qu'on appelle des gènes de prédisposition à des pathologies. On se rend compte effectivement que pratiquement dans toutes les maladies dégénératives, c'est un conflit entre les gènes et l'environnement. Alors ces gènes, même si vous n'en inquiétez pas, il y a deux familles de gènes. Des gènes déterminants, c'est-à-dire qui sont puissants, un gène, une maladie. Incontournable. Pas de traitement, puisqu'on n'a pas de manipulation génétique. C'est à peu près 5%, 10%, maximum 10% de la population. Alors, dans ces maladies, vous en connaissez quelques-unes, la trisomie, les myopathies, vous savez, pour lesquelles on a fait le téléthon, les mycoviscidoses, il y en a 600 maladies, on appelle maladies orphelines. Et dernièrement, il y avait un congrès en Suisse sur les maladies orphelines, et à cette occasion, j'ai entendu le journaliste qui disait qu'en France, il y avait 2 millions de maladies orphelines. Est-ce que c'est beaucoup? Bon, on retombe dans les 5%. Ça veut dire que 95% ou 90%, ce ne sont pas les gènes qui commandent. Qu'est-ce qui commande? C'est l'environnement. Cet environnement va commander à qui? À des gènes qui ne sont pas déterminants. On appelle des gènes de susceptibilité. On a tous des gènes issus de nos parents. On a hérité de ça, on n'a rien demandé, nos pères, nos mères, ainsi de suite, des grands-parents. Et ces gènes de susceptibilité, qui sont prédisposés à faire des pathologies, cancer du sein, du côlon, l'hypertension, l'AVC, une obésité, ces gènes de prédisposition ne sont pas suffisants à eux seuls à faire une pathologie. Il faut qu'il y ait l'expression de plusieurs gènes pour que la pathologie, et tout ça, ça se passe dans le silence dont je vous ai dit, là, dans les décennies, là, où ça ne rien du tout. Hein. Il faut l'expression de plusieurs gènes pour que vous ayez un gène qui va déclencher une pathologie, et ainsi de suite. Donc, il faut faire, il faut pas exciter nos gènes. Il ne faut pas exciter nos gènes. C'est important pour sa santé. Et alors, qu'est-ce que c'est qui va les exciter, ces gènes? Eh bien, ces gènes, si vous voulez, ce qui va les exciter, c'est l'environnement. Mais l'environnement, vous travaillez dans l'environnement, vous voyez votre environnement, vous êtes dans la qualité de l'environnement. C'est important que vous êtes dans votre job, dans la protection de la nature. Mais cette nature, elle va jusqu'à l'intérieur des gènes, au contact des gènes. Et ça s'appelle, c'est un nouveau concept qui existe depuis à peu près l'an 2000, de l'épigénétique. Ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le micro-environnement de la cellule, le micro-environnement du gène. Et ce micro-environnement de cette épigénétique, alors si vous voulez par curiosité, quand je vous dirai un mot, vous pouvez aller le chercher sur Internet, hein, tapez épigénétique, vous allez voir effectivement. Cette épigénétique, cet environnement du gène, va modifier l'expression des gènes en faveur d'une pathologie. Donc, ce qui est important, c'est que ces modifications des gènes qui vont se exprimer sont réversibles. Vous ne le savez pas, mais ils sont réversibles. Mais ils sont réversibles, si je vous l'explique comme ça, vous allez vous dire, bon, mais si le docteur Diaz nous a dit qu'il fallait faire les choses comme ça, je le fais. Mais quand on fait la réversibilité, quand on a déjà une pathologie, c'est déjà un peu tard. Donc il faut déjà intellectuellement se dire, je vais faire bon ménage avec mes gènes. Et dans cet environnement, dans ce micro-environnement, qu'est-ce que c'est qui va gêner l'expression des gènes? Deux choses majeures, le feu et la rouille. Le feu et la rouille. C'est clair comme ça. Le feu et la rouille. Qu'est-ce que c'est que le feu? Le feu, c'est une notion nouvelle actuellement. Ça s'appelle une inflammation de bas grade, de faible intensité, que vous ne percevez pas par des examens de biologie, par des examens spéciaux. C'est-à-dire que vous tous, pratiquement, actuellement, je pense que vous êtes à l'inflammation tous de bas grade. C'est-à-dire qu'il y a le feu en permanence dans votre corps, et ça gêne la modification des gènes. Même si vous ne le sentez pas,
Inflammation de bas grade. Vous allez voir pourquoi vous êtes à l'inflammation de bas grade. Ça, c'est une découverte du monde occidental, de notre mode de vie, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Et l'autre, la rouille, c'est issu du métabolisme de l'oxygène, puisqu'on respire de l'oxygène qui donne naissance à ce qu'on appelle des radicaux libres oxygénés. Quand j'ai commencé à travailler sur le vieillissement au départ, on était dans les antioxydants, c'est-à-dire que le métabolisme de l'oxygène donne naissance à des substances toxiques de l'oxygène, qui s'appellent des radicaux libres oxygénés, et suivant la quantité qu'il y avait, effectivement, ça commençait à détruire les cellules, et surtout, ça détruisait, ça modifiait l'ADN, et donc ça modifiait l'expression. Ça, c'est les deux piliers. Ça, c'est les deux piliers. J'ajouterai, puisque je suis ici, et que c'est récent, c'est quoi? C'est récent depuis ce matin, même si je connais le problème, bien sûr. Là, j'ai suivi votre revue, là, concernant Michel Serres, là, j'ai vu qu'il parlait effectivement, je ne sais pas pourquoi il dit que les migrants ont changé l'environnement de la nature, je ne sais pas pourquoi les migrants ont changé. Moi, je pense que les migrants aussi peuvent amener des germes, aussi, ça on n'en parle pas, on n'a jamais parlé sur le plan pathologique de ça. Mais surtout, après cet article que j'ai vu ce matin sur Libération, je ne sais pas si j'ai déjà montré chez Libération, comment Bruxelles a détraqué le sperme européen, c'est-à-dire avec les modulateurs endocriniens. Donc l'alarme est là. Moi, longtemps, bien sûr, quand on parlait, bien sûr, quand je parle des questions comme ça, dans les gens, qu'est-ce que c'est que l'environnement, qu'est-ce qui craignent le plus dans l'environnement, c'est les pesticides. D'accord? Moi, dans la hiérarchie, je ne le mettais pas au début de la liste. Je mettais d'abord l'inflammation de bas grade, je mettais d'abord le stress oxydatif, les pesticides. Je disais que nous, parce qu'on est plus âgés en principe, quand on a à faire, on est un peu plus âgés, en tout cas, j'en risque rien, d'accord, par les pesticides. Il y avait des témoignages au niveau d'études sur les Inuits, les Esquimaux, qui avaient le sang le plus pollué de la planète, en métaux lourds, puisque les métaux lourds, ça va, le Gulf Stream, ça va dans les icebergs, là-bas, dans les congélateurs du Groenland, et ça tombe sur le plancton, les poissons mangent le plancton avec tous ces métaux lourds, et il se trouve que les Esquimaux ont le taux de métaux lourds le plus important de la planète. Et ils se portent bien. Pourquoi? C'est important dans la philosophie par rapport à la vie aussi, par rapport à la nutrition. C'est qu'ils disent qu'ils ont une alimentation nutritive. C'est-à-dire qu'ils se protègent par la vitamine E, par le sélénium, par les oméga 3. Vous avez l'oméga 3, c'est le feu. C'est le feu. Le sélénium et la vitamine E, c'est l'oxydation. Donc, ils ont suffisamment de quantité pour se protéger par rapport à l'effet négatif des pesticides. Or, actuellement, on commence à en parler. Alors moi, je disais, je me référais par rapport au professeur Cubiana, qui est quand même, qui vient de décéder, le professeur Cubiana. Il disait que l'incidence des pesticides prouvée, parce qu'il faut le prouver, ainsi de suite, ce sont des enjeux énormes, là, vous le voyez bien, parce que là, quand même, ils s'attaquent les lobbies industriels, à ce niveau-là. Ils montrent comment les lobbies ont gagné la partie par rapport aux dossiers qui ont été passés pour le problème des pesticides, l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Et alors, le professeur Cubiana a invité à 2%, c'était il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans. Dans le même temps, le professeur Belpomme, lui, parlait de 90% d'incidence des pesticides sur le cancer. D'accord? Donc il y avait des enjeux, mais là, actuellement, que ce soit pas seulement le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité, que ce soit les maladies neurologiques. Bon, donc, on commence à constater des travaux qui commencent à venir, et des travaux qui sont souvent passés sous silence dans les commissions. Parce que j'ai compris qu'il y avait une commission de l'environnement et une commission sanitaire. La commission de l'environnement, c'est vous. La commission sanitaire, c'est la santé. Mais la santé, c'est un business. Et que face à l'économie et la santé, le politique choisit l'économie. C'est-à-dire que si, au travers de problèmes par rapport à des usines de pesticides, tout ça, on vous dit, attendez, c'est combien d'emplois? Voyez, donc vous voyez les enjeux qu'il y a. J'ai commencé à être attentif à ce phénomène épigénétique, car ce qu'on... C'est pas écrit, parce que je ne suis pas un journal scientifique, d'accord. Mais ce qui est écrit sur le plan scientifique actuellement, c'est qu'il y a des modifications génétiques intra-utéro par le comportement de la mère. C'est-à-dire que c'est comme une manipulation génétique dans le fœtus. Il a modifié ses gènes avec des expressions qui vont émerger dans 10 ans, 20 ans des pathologies. Et ça, alors que nous, nos générations, socialement, nous sommes au XXIe siècle, mais génétiquement, nous sommes aux cavernes. C'est-à-dire qu'on a hérité les gènes de nos ancêtres.
pratiquement. Et là, actuellement, il y a des mutations génétiques qui commencent à s'accélérer. C'est-à-dire que ça va éclater dans les armes pratiquement, dans les pathologies qu'on va redécouvrir. Je veux dire. On commence à en voir, hein, avec le problème de l'obésité, bien sûr, des pathologies des jeunes. Moi, j'en vois dans ma spécialité, quand un jeune rentre dans une pathologie, quand un jeune revient dans mon cabinet, je sais ce qu'il a déjà. Il a un problème de genou, ils ont tous mal au genou. Pour faire court, actuellement, les jeunes ont des cartilages mous. Vous avez des cartilages mous parce que vous êtes tous hyperlaxes. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des chondromalacies de la rotule. Donc, il y a des hyperpressions qui se font, et mal. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il me demande pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a plus des minéraux dans l'assiette. Des minéraux dans l'assiette. Et vous avez vu que votre label que vous avez, c'est sécurité et l'autre terme c'est sécurité et qualité. Qualité et sécurité. Quelle est la différence entre la qualité et la sécurité? La sécurité, c'est-à-dire que ça ne vous donnera pas une maladie. La qualité, ça veut dire que ça assure ce qu'on appelle la densité nutritionnelle, les micronutriments et les vitamines qui viennent de la terre. Ils n'y sont plus dans l'assiette. Ils ne peuvent pas y être. En haut, bien sûr, c'est pas pour vous mettre la pommade sur le dos que je vous dis ça. Mais vous travaillez dans la qualité nutritionnelle. Il faut percer, bien sûr, qu'il faut encourager, bien sûr. Et ce qui peut vous encourager, c'est que moi, je vois depuis 30 ans que je fais des conférences, 20 ans, parce que 30 ans j'avais commencé mon aventure, les gens sont de plus en plus sensibilisés, vont vers la qualité nutritionnelle. La qualité. Il y a la sécurité et la qualité. La qualité, c'est-à-dire que la plante va capter au maximum de minéraux et de vitamines dans le sol pour vous les faire passer. Et pourquoi c'est important? Alors là, j'ai une expérience clinique avec des chondromalacies de la rotule. Mais il faut savoir que les minéraux de la terre, c'est la meilleure défense antioxydante. Parce que ça participe à des enzymes qu'on appelle des métalloprotéines, de protéases, et qui ont besoin de manganèse, de cuivre, de zinc, de sélénium, qui n'y sont plus. Alors, et en plus, non seulement ils ne sont plus dans la terre, mais on consomme moins de calories qu'avant. Hein. On prend pareil, on consomme 4000 calories, on en consomme 2400 calories chez l'homme, 1800 chez la femme. À Eugénie les Bains, ils font des régimes de 1400 calories. Est-ce que le fait de baisser la calorie, c'est dangereux? Non, mais on ne peut pas baisser la densité nutritionnelle sans payer le prix de la maladie. C'est-à-dire qu'on ne triche pas avec la physiologie. Mais ça, on ne le voit pas au jour le jour. Il faut des années de recul, il faut avoir travaillé avec des toxicologues, avec des chimistes, et avoir contact, faire le lien entre pourquoi il y a, comme on dit, pourquoi y a-t-il autant de cancers? Parce qu'on fait du dépistage, parce qu'on y est plus, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bougé? Et personne ne dit, attendez, les défenses immunitaires, on n'en a pas beaucoup là-dedans. Et pour défendre l'hémogène, oui, il faut de bonnes défenses immunitaires. Donc c'est comment renforcer les défenses immunitaires, la qualité de l'alimentation. C'est fondamental. Voilà donc, je vous fais des discours ici, mais c'est des discours que je tiens régulièrement. Bien sûr, quand je fais des conférences, ce sont des enjeux énormes. Hein, voilà. Donc, vous avez bien compris que l'expression des gènes, vous allez donc les exciter par l'oxydation et par l'inflammation et du reste. Bon, je n'ai pas sorti mon petit bouquin que j'ai fait sur le cancer, mais les 4 voies de recherche actuellement sur le cancer, c'est les virus, l'alimentation pendant l'enfance, le stress oxydatif et l'inflammation de bas grade. Stress oxydatif et inflammation de bas grade ne peuvent se réguler que par la diététique, pas par des médicaments. On est dans les doses physiologiques, nutritionnelles et non pharmacologiques. C'est pour ça que j'ai peur, effectivement, que ça n'aille pas trop loin, parce que ça n'apporte rien. C'est-à-dire que vous pouvez vous protéger par des choses simples. D'accord? Voilà un petit peu cet environnement donc de conflit. Alors que je vous dise, dans les gènes, pour bien mettre les choses en place, dans les gènes de susceptibilité, il y en a de très méchants. Ils ne donneront pas 100% la maladie. Hein. Ils sont très méchants. Et puis il y en a qui ne sont pas méchants. C'est-à-dire que... Et alors, je viens de le vivre encore aujourd'hui, avec une dame, dans les gènes méchants, tout le monde connaît l'histoire d'Angelina Jolie, qui avait des notions de cancer de l'ovaire et de cancer du sein dans sa famille. Et là, il y a 2 gènes méchants, qui s'appellent le BRCA1 et le BRCA2. 85% de risque de faire un cancer du sein et 50% de faire un cancer de l'ovaire. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait mammectomie et elle a fait donc ovariectomie. C'est-à-dire qu'elle est tombée de 85% à 5% de risque. Ça, c'est les gènes méchants. Mais ces gènes méchants, ce n'est que 0,5%
des gènes qui sont susceptibles de donner le cancer du sein. C'est-à-dire qu'il y a toute une liste, effectivement, qu'on découvre, mais qui ne sont pas méchants. Seulement, bon, le dépistage passe par là, et quand on se fait une tumeur, mais on sort la grosse artillerie. Et bonjour, tout à l'heure, là, je viens de voir une jeune femme, elle fait une cinquantaine d'années, qui vient de Paris, et qui me dit, elle n'est pas venue pour ça, hein, mais elle me dit, dans ma famille, il y a des cancers du sein, des cancers de l'ovaire. Et je lui dis, on vous a fait une recherche génétique? Elle me dit non. Bon, donc je vais me débrouiller pour... Et là, il n'y a pas hésité. Je veux dire que les gynécos qui l'ont vu, là, au moment, auraient dû demander un dépistage. On le demande pour tout le monde, le dépistage. Mais quand tu as une notion familiale forte comme ça, on va chercher le dépistage, c'est sûr. Voilà. Donc, les autres gènes qui sont pas méchants, eh bien, il faut les réguler en diminuant, donc, effectivement. C'est sûr qu'il y a des modulateurs endocriniens, mais ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les modulateurs endocriniens? Au jour le jour, on ne peut rien faire encore. C'est trop lourd comme entreprise. Alors que pour ce qui est de l'inflammation et de l'oxydation, ça peut commencer dès demain, par la qualité de votre marché, pratiquement. D'accord? Voilà un petit peu les enjeux de la nutrition dans votre avenir, dans votre destin. Ok? C'est en place là pour l'instant, ça va? Pas de questions? Vous avez bien compris? Alors, maintenant que je vous ai fichu la trouille, je vais essayer quand vous sortez du panier quelques recettes, quand même. D'accord? Sans huile, vous n'avez pas d'issue. Alors, que je vous dise, quand je faisais, jusqu'à maintenant, j'ai écrit plusieurs ouvrages, j'en ai écrit 4 ou 5, l'audace de vivre au XXIe siècle, l'audace de manger au XXIe siècle, je portais votre santé dans les marchés des Pyrénées. De tout temps, si vous voulez, quand on écrit l'équilibre nutritionnel, vous savez que c'est l'équilibre entre les glucides, les lipides et les protéines, classique. Et classiquement, la formule, c'était 55% de glucides, 30% de lipides, des graisses, 15% de protéines. Dans les protéines, il y a la protéine végétale et la protéine animale. D'accord? Il y avait l'animal et le végétal. Ce qui a tout foutu en l'air, c'est qu'on a augmenté la protéine animale. Ça a tout déstabilisé. Ça, je le savais déjà depuis le début que je me suis penché sur ces formules-là. Et donc, dans les cours d'éducation nutritionnelle que l'on faisait, effectivement, nos ancêtres, ils mangeaient davantage de protéines végétales. Parce que ça coûtait moins cher que l'animal, hein, je veux dire, c'est depuis le début de l'ère industrielle qu'on a pu avoir à approcher la protéine animale. Et ça, c'était jusqu'à mon dernier bouquin que je viens d'écrire il y a 3 ans. Et les Américains ont modifié cette formule. Et ils sont passés de 30% de lipides, de 30%, entre 35 et 40%. Imaginez, plus du tiers des calories sont des graisses. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la qualité des graisses, notamment ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés, qui sont oméga 6 et oméga 3, c'est eux qui vont gérer le feu. Et que, si on descend trop, eh bien c'est les oméga 6 qui vont dominer par rapport aux oméga 3, et il y aura en permanence le feu. Chez le nouveau-né et chez l'enfant, on monte jusqu'à 55% de graisse dans l'alimentation. C'est pour ça que le lait maternel était intéressant, parce qu'il est gras. C'est ça. Pourquoi? C'est toute la maturité cérébrale. Dans les diètes nutritionnelles anti-cancer, ça, il y a eu des émissions dernièrement à la télévision. Il y a ce qu'on appelle la diète cétogène. C'est-à-dire que on arrête le sucre. La cellule cancéreuse se goinfre de sucre. On lui supprime le sucre. Et si on le supprime jusqu'à 10%, on le fait tomber. Ici, le sucre à 10%. Là, on est dans des diètes thérapeutiques, hein, c'est-à-dire affamer la cellule. 10%. Et les graisses montent jusqu'à 90%. Ok? Pour affamer la cellule et asphyxier la cellule cancéreuse. Donc vous voyez le lieu chimique qu'il y a, le lien chimique qu'il y a entre ces manipulations d'équilibre nutritionnel et la chimie qui est proposée au niveau donc, des cellules. Donc, depuis, ben, je dis, pour l'huile,
Mais le compte est plus bouleversé. Les Américains ne tiennent plus compte de l'aspect quantitatif que de l'aspect qualitatif. Parce que suivant l'aspect qualitatif, où vous avez le feu, où vous l'éteignez. Oui, vous avez une question? Excusez-moi, quand vous dites qu'on tombe dans une diète cétogène, quand on tourne le sucre à 10%, vous parlez aussi des glucides en général? Oui, c'est le sucre, c'est le glucogène, oui, bien sûr, le sucre en général. Oui, c'est pas le sucre des gâteaux, hein, dans le pain, c'est le glycogène, hein, d'accord. Vous voyez, alors là, ça libère, ça de vous dire, attendez, je vous dédiabolise le cholestérol, je vous dédiabolise les huiles, je vous les huiles, il suffit de savoir lesquelles acheter, pratiquement. Donc c'est quand même pas difficile sur le plan du comportement, j'allais presque dire. Alors que c'est plus difficile pour l'oxydation. Donc, sans huile, point d'issue. Donc il faut remettre les huiliers sur la table. Alors, les huiles, vous avez compris, ça sert à quoi? Ça sert aux membranes cellulaires. Les lipides, dans les membranes cellulaires, ils ont 3 rôles. Un rôle de calories, la cellulite. Ça le connaît, vous savez. Ça, c'est une survivance, les ancêtres, pour les cavernes, ils étaient programmés génétiquement pour mettre en réserve la graisse pour les jours où il y avait un moment où il y avait la disette. Mais cette survivance est restée, c'est pour ça qu'il y a la cellulite. Donc c'est là où ça passerait. L'autre rôle des lipides, c'est un squelette de la membrane cellulaire, on appelle ça un cytosquelette. Une fluidité membranaire. Et le troisième rôle des graisses, ce n'est dévolu que ce qu'on appelle, à une catégorie de graisses qu'on appelle les acides gras polyinsaturés. Ça va entrer dans un cycle de biochimie qui vont agir sur des secteurs de la coagulation, de l'inflammation, de l'allergie, de l'immunité, entre autres. D'accord? Et ce ne sont que des graisses alimentaires que vous achetez. Quand vous rentrez au supermarché, que vous voyez les rayonnages d'huile, vous voyez vos membranes cellulaires. Ça fait peur. Et plus elles sont chères, et plus on en achète. Donc, il y a 3 catégories d'huile, de graisse. Vous avez les graisses saturées, monoinsaturées et polyinsaturées. Ça, vous le savez, ça, c'est au peu de journaux, ça, maintenant. Nous, ça nous donnait des migraines, mais bon, maintenant, on a digéré ça, et ça... Les saturés... Ah oui, attendez, que je vous dise, avant d'arriver là, il faut que je vous apprenne à faire le marché. Il faut que je vous apprenne à faire le marché. Pourquoi faire le marché? Bon, nous sommes dans le sud-ouest, nous sommes dans le midi, pour se faire plaisir, on aime la table, mais aussi pour la sécurité et pour son hygiène. Donc, j'aime la table, mais quand tant que je vais au marché, je fais la cuisine tous les jours, je vais au marché tous les jours, et j'aime la table, parce que c'est quand même une tradition française, et puis ensuite on est dans le sud-ouest, et ainsi de suite. Donc c'est important. Donc, évidemment, quand je fais le discours dans les villes de Cure où il y a des Bretons, des Normands, c'est pas les mêmes graisses qu'ils ont, hein, c'est le beurre salé, et ainsi de suite. Donc, c'est pas facile à faire passer, hein, le message. Donc, quand vous faites le marché, vous faites le marché. Il y a l'équilibre nutritionnel, c'est-à-dire la vision du marché, c'est hebdomadaire. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, ça a été comme ça a été mis un petit découvert par le professeur Masdevant, qui était le pédiatre de Paris. Il y a ce qu'on appelle la RQA. RQA, ça veut dire régulation quantitative automatique. C'est-à-dire que vous avez une régulation des calories qui se fait sur la semaine. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez 14 000 calories par la semaine, c'est-à-dire 2 000 par 7 jours, 14 000 calories. Si vous mangez, mettons, 7 000 calories en 2 jours, ce qui est énorme, sur un organisme régulé, les 5 jours qui vont suivre, vous mangerez beaucoup moins automatiquement. Ça a été montré chez l'enfant. Chez l'adulte, vous en avez fait certainement l'expérience. Vous êtes allé au Club Med, ou aux stations de ski, où il y a des buffets, où il y a des trucs, 3 repas par jour, et les buffets à outrance. Et sur une semaine, vous voyez les plateaux déjà. Je vois un petit enfant quand il faut ça. Le plateau, au départ, le petit déjeuner, c'est un repas. Ce que vous ne faites pas chez vous. Hein, parce que le petit déjeuner, chez vous, il est sacrifié. Bon, mais bon, un repas. Puis le deuxième repas, donc 3 gros repas. Et là, quand vous regardez les assiettes, dans les les jours, il n'y a plus grand-chose dans les assiettes. L'organisme, il refuse. Et l'économe, lui, qui tient compte de ce qu'il achète, il retombe toujours sur le même cycle, pratiquement. Sur une semaine, il achète toujours la même quantité. C'est ce qu'on appelle la régulation quantitative automatique. Donc, la vision, ce que j'appelle le permis de conduire pour un caddie,
ça se fait un peu sur les 7 jours. En fait, ça peut se faire sur une vision sur un jour, ça peut se faire sur un mois, sur une année. C'est-à-dire la tendance que vous avez, qui êtes-vous sur le plan nutritionnel. Alors pour savoir qui vous êtes sur le plan nutritionnel, bon, vous êtes méditerranéen, okay, il faut savoir faire la critique de son alimentation. Mais pour faire la critique de son alimentation, il faut la connaissance. Et la connaissance, c'est 2 ans, 3 ans. Bon, je vous ai fait une martingale en 2 minutes. Ça va pas sérieux. En 2 minutes, et ça marche. Qu'est-ce qu'il y a dans un caddie? Il n'y a que 2 choses. Dans un supermarché, vous le remplissez, il n'y a que 2 choses. Il y a de l'animal ou du végétal. Vous voyez autre chose? Vous voyez autre chose dans un caddie que de l'animal et du végétal? Chimique. Comment? Chimique. Qu'est-ce que vous voulez dire par chimique? Produits sur lesquels une certaine chimie. Ah, attendez, c'est très bien, très bien, il a anticipé. Il a anticipé, il a parlé de la chimie, il y a de la chimie dans le caddie. En réalité, elle ne doit pas y être, ce qu'on appelle les PT. Alors je vais vous expliquer, vous êtes encore, on n'a pas tous des enfants, mais comment, au travers d'une certaine population, je commence à faire éduquer les grands-mères, par les grands-mères, les petits-enfants. Et ça, c'est mes petits-enfants qui m'ont éduqué, parce qu'au début, c'était catastrophique quand ils étaient petits. Les PT, ils en avaient en permanence. C'est des produits transformés. Produits transformés, ça c'est la chimie. D'accord? Donc il y a du végétal, de l'animal et des produits transformés. Et dans le supermarché, il y a 80% de produits transformés. Alors, je dis aux gens, à vos petits-enfants, et c'est eux qui m'ont pris, qui ont mis ce jeu au point, hein, recherchez les PT à table. Alors ça leur plaît. Même s'il faut donner 20 centimes pour chercher les PT, d'accord? Même s'ils le bouffent, le PT, s'ils mangent le Nutella, s'ils mangent la briocherie, qu'ils vous narquent, ils me narquent, t'as vu le papillon? T'as vu le papillon, les PT qu'il y a cette fois-ci, bon. Mais ils les savent. Ils l'ont vu. Donc les PT, c'est le feu. C'est le feu. C'est l'inflammation. Ok? C'est l'équivalent pratiquement des oméga 6 et des acides gras saturés. Donc plus il y a de PT, plus il y a d'inflammation. Imaginez-vous, du reste, aux États-Unis, puisqu'ils sont obligés de mettre tout sur les emballages, la consommation des produits transformés. D'accord? Et quand vous avez une inflammation, vous ne pouvez pas maigrir, même si vous faites un régime. Dès qu'il y a une inflammation, vous ne pouvez pas maigrir. Et ça, c'est récent aussi. Et c'est récent de l'actualité, je veux dire. D'accord? Donc, il y a du végétal, de l'animal, il ne devrait pas y avoir de PT, mais il y en a un peu. La martingale est la suivante. Toujours pareil, dans le but de lutter contre l'inflammation et l'oxydation. La martingale est la suivante. Il faudrait que le végétal domine l'animal. D'accord? Chez l'animal, il faudrait que l'animal de la mer domine l'animal de la terre. D'accord? Chez l'animal de la terre, j'en repère 2. Le mouton, le bœuf, et les produits dérivés du bœuf, qui sont laitage, fromage, beurre. Tout ça sont des acides gras saturés. C'est l'inflammation. Alors, je n'ai pas dit que c'était interdit, je dis qu'il fallait les diminuer. Parce que quand vous avez trop, effectivement, tendance à avoir de l'animal de la terre, qu'on appelle l'animal de la terre à l'index, plus de produits transformés, vous êtes en permanence en état inflammatoire. Donc, à partir de là, vous avez des problèmes avec vos gènes. C'est comme ça que ça marchait, actuellement. D'accord? Enfin, ça a toujours marché comme ça, remarquez, mais bon, on ne le savait pas, mais maintenant, on va se le voir. Donc, c'est clair, je répète, le végétal domine l'animal, l'animal de la mer domine l'animal de la terre, et sur la terre, je repère. Alors, pour donner un exemple, je fais un petit déjeuner dégueulasse, et donc, aux gens, on fait la critique. Il y a un bol de lait, il y a une biscotte, il y a 15 grammes de beurre, et il y a l'œuf dur. Et on fait la critique. Alors je vais la faire rapidement avec vous, pour ne pas perdre du temps. Le beurre, le lait, c'est animal de la terre à l'index. Le beurre, c'est animal de la terre à l'index. Là, vous allez répondre maintenant. La biscotte, c'est quoi? Un PT, effectivement. Pourquoi c'est un PT? Parce qu'il y a de... Si, il y a de l'huile. Je vois que ça se coupe un petit peu la tête, là, c'est bien. C'est de l'huile de palme. De l'huile de palme, si vous voulez, qui aggrave le processus inflammatoire par ce qu'on appelle l'acide arachidonique. Dernièrement, une dame utérus m'a dit, mais écoutez, moi j'ai vécu des années en Asie où il y a de l'huile de palme, on consomme de l'huile de palme.
Et ils n'ont pas les problèmes que vous dites au travers des pathologies que vous voulez dire incriminées, donc par l'huile de palme. Je dis oui, c'est vrai, mais l'huile de palme c'est un acide gras saturé, mais ils ne consomment pas les produits laitiers comme nous en consommons nous, ni la viande comme nous en consommons nous. Si nous, à ces produits qu'on mange en excès, viande, produits, surtout produits laitiers, et là je vous renvoie au plan PNLS, où le plan PNLS c'est quand même 3 produits laitiers par jour, 4 en croissance. C'est foutu. À la longue, il y aura des problèmes, des comptes à rendre, à l'hémogène. Et dernièrement, donc c'est vrai, donc nous on ajoute à l'huile de palme. Alors bien sûr, vous avez effectivement maintenant sans palme, sans huile de palme. D'accord? Mais si c'est pas de l'huile de palme, c'est quelle huile? Elle ne sera pas nommée. Et ensuite, ce sont des graisses hydrogénées, qui ont l'équivalent des acides gras saturés. Et dans l'image d'un chimiste, là, dans mon auditoire, et il m'a dit, oui, mais l'huile de palme, c'est l'huile de palme hydrogénée qui fout l'inflammation, mais pas l'huile de palme de première pression. Bon, l'huile de palme de première pression, vous ne la trouverez pas. Mais je ne vois pas l'intérêt de l'huile de palme actuellement dans notre alimentation, si vous voulez, en dehors du prix. C'est plus c'est raffiné, moins c'est cher, je veux dire. Donc, les PT, effectivement, c'est pour ça qu'il faut les mettre un petit peu à l'index. Alors, le lait, le beurre, le PT. Alors, si j'avais mis effectivement une tartine de pain, c'est un végétal. Point. Et l'œuf, animal de la terre. Ah, il est bien ou pas bien? Si, animal de la terre. Ce sont des acides gras monoinsaturés, plein de vitamines, tout ça. Alors, la question que vous me posez hier, c'est les œufs. Je vois une dame me pose la question. Est-ce qu'on peut manger plus de 2 œufs par semaine? D'où est-on allé chercher ça qu'en France? C'est simple, à la télévision, ils l'ont dit, là, les spécialistes de Paris, là, et plus de 2 œufs par semaine. C'est la foutaise, tout ça. Et les Anglais, ils font quoi? Ils sont plus idiots que nous. D'accord? Donc, vous pouvez manger 2 œufs par jour sans problème. Même si vous avez du cholestérol. Car le cholestérol alimentaire n'intervient que très peu dans le cholestérol circulaire. Le cholestérol, on le fabrique. Et on le fabrique, malheureusement, ils ont montré un cas qui est rare, ça s'appelle l'hypercholestérolémie familiale, dans lequel vous avez un gène qui fabrique le cholestérol. Là, il y avait un gène, effectivement, qui était sous statine et qui fabriquait le cholestérol. D'accord? Mais nous, le cholestérol alimentaire, alors mangez gras. Et surtout dans le sud-ouest. Hein? Voilà. Donc, vous voyez la critique que vous faites. Je fais notre plat rapidement. Je fais une salade de pois chiches avec de l'échalote, du persil, de l'huile de colza et des miettes de thon. Alors, je ne vous laisse pas réfléchir. La critique est vite faite. C'est végétal, végétal, végétal. Merde. Ok? Voilà. Donc, allez vers cette tendance dans le marché de privilégier le végétal par rapport à l'animal et chez l'animal, la mer par rapport à la terre. Hein? Alors, globalement. D'accord. Voilà. Donc, je reviens à mes huiles. C'est bon pour la martingale, là? Vous vous débrouillez avec ça? Oui. Vous éliminez tout ce qui vous donne du calcium. Comment vous faites? Si vous enlevez le beurre, le lait. Oui, oui. Et j'étais rencontré avant-hier, il y avait les Asiatiques qui étaient là. Les Asiatiques ne consomment pas de produits laitiers. Et ils font moins d'ostéoporose que les occidentales. Le calcium, vous allez chercher dans les végétaux, dans les amandes, dans les noix, dans les fèves. Et alors là, je vous renvoie sur Internet, les jeunes, je ne sais pas si vous le ferez, les plus âgés, vous tapez études suédoises et produits laitiers, et vous allez voir, bon là c'est le canard enchaîné qui avait fait juste un titre un peu rigolo, qui disait trop de laitue, voilà, trop de laitue. Bon, c'est quand même un truc sur 100 000 Suédoises, et où le risque de fracture du col de fémur était beaucoup plus important, et la mortalité est beaucoup plus importante chez les femmes qui buvaient du lait, des produits laitiers. Alors je ne sais pas si les agriculteurs de lait ici, bien sûr, j'espère qu'il n'y a pas de représentants de Danone, mais vous allez voir que la Chine, là, avec Danone qui s'est produit, vous allez voir les problèmes qu'ils vont avoir. Le lait, c'est l'acide arachidonique, c'est-à-dire c'est l'inflammation assurée. Ensuite, quand on parle de lait et lait, c'est-à-dire que bon, il y a des pathologies, médicalement, on fait l'éviction, on ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, des produits laitiers. Mais là, si vous voulez, parce que là, il y a quand même quelques Français qui se montent au créneau, les rhumatologues, et qui étaient tous affiliés avec les laboratoires du CIDIT, c'est-à-dire donc les produits laitiers. Mais les Suédois, quand même, parlent aux produits fermentés. C'est-à-dire dans les yaourts, les fromages fermentés. Ce serait intéressant. Mais ce serait intéressant parce qu'on commence à avoir une notion nouvelle aussi, c'est du rôle de la flore intestinale. Ça c'est nouveau, c'est notre domaine qui s'ouvre actuellement. Et actuellement, pour faire recours un petit peu, pour vous dire sur le plan médical, il m'arrive à des gens
qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou qui ont des maladies de Crohn, de travailler sur l'inflammation, c'est-à-dire diminuer le feu, parce que toutes les femmes ont une muqueuse inflammatoire, pratiquement. Les hommes, c'est les corollaires, les femmes, c'est les muqueuses intestinales. Il y a toujours le feu. Même si vous ne le savez pas, il y a des inflammations de bas grade. Donc, il y a un rapport entre l'inflammation de la muqueuse et la qualité de la flore intestinale qui devient majeur en termes de santé de l'immunité actuellement. Ça, ce sont des nouvelles recherches. Donc, il est intéressant, effectivement, de consommer des fromages fermentés, avec riches en croûte, riches en bactéries. Et là, pour ceux qui seraient intéressés, il y a un bouquin qui a fait ces dernières années, cette année, une jeune consoeur, peut-être qu'ils m'ont lu déjà, allemande, qui a 30 ans, qui s'appelle Julia Anders, et qui a écrit Le charme discret de mon intestin, qui s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires en Allemagne, et donc effectivement, elle a travaillé sur la flore intestinale. Ça, c'est l'avenir. Alors, pour la petite histoire, là aujourd'hui, c'est la première fois que je mets les pieds sur la terre. Oui, il y a l'agriculture. Après, je reste dans mon domaine médical. Et j'ai réussi à faire le lien avec Daniel Vialat, qui est vétérinaire à Gimont, à Lombès-Samatan, effectivement. Et il savait que je venais ici aujourd'hui, à tel point qu'ils m'ont invité à faire partie du jury pour le concours des foie gras en mois de novembre. Parce qu'ils veulent une question scientifique, c'est-à-dire que sur le bouquin que j'ai, il y a un foie gras avec une recette. Alors évidemment, je pense que ça a dû les influencer un peu. Mais pour en revenir à Vialat, il me dit que lui, il n'utilise plus les antibiotiques chez les animaux. Je lui dis, comment tu fais? Il fait des greffes de flore microbienne de canard sain. Ce qui se fait chez lui-même aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on fait des greffes de microbiote, on vide l'intestin, on met des bonnes bactéries, et ils ont des résultats à 50%, 60% sur le diabète, sur l'obésité, sur la maladie neurodégénérative. C'est au stade expérimental. Mais là, ils peuvent le faire chez les animaux. Enfin, lui, il a des résultats chez les canards avec un inoculant pour l'immunité, pour augmenter l'immunité avec de la flore bactérienne de canard sain. Voilà, ça c'est pas loin de tout ça, hein. C'est Gimont, c'est l'île Jourdain, c'est à côté là. Et alors, moi je fais le lien, si vous voulez, je fais le passage entre les uns et les autres. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, alors j'en reviens aux huiles. Alors voilà, c'est bon pour le calcium là. Le calcium, oui, allez-y. Vous parlez de fromage, au lait cru ou oui. pasteurisé? Normalement, on lait cru. D'accord, on lait cru. Ah oui. Mais là, je ne parle pas de bon ou de mauvais. Là, je reste sur le terme, si vous voulez, carrément, de bienfait de la santé. D'accord. Ok. Voilà. Donc, ces acides grasses. Bon. Donc, la deuxième qualité des graisses qui sont là, c'est les monoinsaturés. Saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Les monoinsaturés, il y a deux sources, toujours pareil. Une source animale, une source végétale. La source animale, bon, elle est du sud-ouest, pratiquement. C'est le canard, c'est l'oie, c'est la poule. C'est l'équivalent de l'huile d'olive. Pratiquement, en monoinsaturé. Donc, bien fait, donc, ça a été prouvé sur le plan médical, ça, qu'on mangeait plus gras que l'or, Lille, Strasbourg, tout ça, une étude qui a été faite il y a quelques années, qui s'appelait l'étude de Monica, et on mourait moins dans le sud-ouest, parce que les graisses saturées, si vous voulez, puis il y avait le vin aussi, il y avait le vin, les antioxydants du vin qui passaient par là aussi, par la même chose. Donc, les graisses saturées, mais là, quand on va aux graisses monoinsaturées animales, on travaille en cuisson, c'est pas l'assaisonnement. On avait essayé avec André Daguin de faire des vinaigrettes de graisse de canard, on n'a jamais réussi sur le plan chimique, ça n'a pas marché. Et donc, ce sont des graisses qui servent en cuisson. Alors vous, mesdames, tout ça, que vous cuisinez, ce qu'il faut diminuer, c'est les cuissons. Il faut privilégier la cuisine vapeur, où on met des huiles en assaisonnement. Mais quand vous faites dans la cuisine et que vous voulez travailler avec des graisses à cuire, bon, chez nous, c'est ça, hein, c'est le canard, c'est l'oie. Dans le centre de la France, ils peuvent aller sur la graisse de porc, qui est le sedou, qui est une bonne graisse, qui est l'équivalent un peu de l'oie ou du canard. Et puis après, à l'opposé, dans le nord, vous avez la graisse de bœuf, qui elle, ça c'est McDonald's, hein, bien sûr. Tout le problème cardiovasculaire que ça peut vous présenter. Donc en cuisson, je ne sais pas ce que vous utilisez, en graisse animale, c'est ça pratiquement, le canard, l'oie, et en huile, et en graisse végétale, alors là vous tombez sur quoi? Le tournesol? Non, le tournesol, le colza, on ne le met pas en cuisson.
Quand je vous parle d'huile, on parle d'huile de première pression. Hein. Alors là, on est parlé. Alors là, c'est quoi? Ce sont des champs de quoi ça? C'est de colza ou de tournesol? Maïs. Là, ça va défriser ce que je vais vous dire. Hein. Le tournesol, c'est le feu assuré. Le maïs, c'est le feu assuré. Le colza ne se porte pas en température. Donc, à porter en température, à monoinsaturé, il reste l'olive, pratiquement. D'accord? C'est-à-dire donc, à monoinsaturé, vous avez l'olive et le colza. Mais le colza ne se met pas en cuisson, il se met qu'à l'assaisonnement. Ok? Des problèmes en cuisine, là? Vous avez des problèmes en cuisine? C'est bon? Vous contrôlez? Si juste une confirmation, quand vous dites pourquoi pas le tournesol cru en première pression? Vous allez voir. Quand vous parlez d'inflammation, c'est pas pour cuit, c'est aussi pour cru. Oui. Ah, moi, un cuit, je ne fais jamais un tournesol, mais un cru, je le mets à la poubelle. Un cardiaque, vous lui donnez du tournesol, vous l'achevez. C'est sérieux, hein? Dernièrement, c'était je crois que c'était la dernière, au début de l'année, à Cotteret, une dame est venue me voir, dans Paris, qui m'a dit tout ce que vous dites ça, je le connais, mais je reproche au nutritionniste, il y a 20 ans d'avoir tué mon mari. Car à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une tournesol légère. Et bon, c'est pas particulièrement, mais on poussait la consommation de tournesol. Donc là, vous aggravez l'inflammation. Car, que je vous dise, si vous voulez chercher, on va approfondir, vous tapez sur internet docteur Lundell, L-U-N-D-E-2-L. C'est un cardiologue américain qui a opéré 5000 coronaires pendant 20 ans. Or, je ne sais pas si vous avez vu l'image quand ils ont enlevé la plaque d'athérome dans l'émission où il y avait très peu de cholestérol dans la plaque d'athérome. Et cet Américain, qui a opéré 5000 coronaires, a été frappé autour de sa carrière par le peu de cholestérol qu'il y avait dans les plaques d'athérome. Et donc il a cherché à savoir. Et actuellement, ils ne l'ont pas dit à l'émission parce que ça aurait été trop compliqué, mais actuellement, le coupable, c'est l'inflammation. L'inflammation du grave. Donc, ça gère tout l'intérieur du corps. Ça ne gère pas que les coronaires. Hein. Ça va dans l'Alzheimer, ça va dans l'ostéoporose, ça va partout. Hein. D'accord? Donc, c'est pour vous dire, cette base inflammatoire de faible intensité, comment elle est sensible à la variation des produits chimiques naturels, hein, que ce soit de l'huile, même de première pression. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas utiliser le tournesol dans notre mode alimentaire. Car les Américains ont constaté que si jamais vous descendiez au-dessous de ce rapport, les 6 allaient dominer les 3 dans notre mode alimentaire. Et donc vous serez toujours en état inflammatoire. Donc il faut monter la quantité, non seulement la quantité, mais il faut réduire les 6 par rapport aux 3. Ça c'est clair. Et moi j'ai des expériences cliniques, en rhumato, en pathologie digestive, même si ce n'est pas ma spécialité, déjà qui viennent témoigner. Effectivement, c'est clair, hein, je veux dire. Voilà. Donc là, c'est des monoinsaturés, et si vous voulez, on fait le lien avec les polyinsaturés, et là, c'est de l'analyte. Les polyinsaturés, il y a 2 familles qu'on appelle donc, les oméga 6 et les oméga 3. Bon, c'est passé dans le langage courant maintenant, hein, oméga 6, oméga 3, d'accord. C'est la place de la première double liaison par rapport au carbone terminal. Dans l'oméga 3, il y a dans le 3e carbone, dans l'oméga 6, il y a dans le 6e carbone, et tout ça, ça change votre destin. Tout ça, ça change votre destin. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas les éviter, elles font partie de notre physiologie. C'est que les 6 et les 3 doivent arriver dans un certain rapport. Un rapport, alors je vous rapporte. Dans mon dernier bouquin, ce que je faisais là, à l'époque j'étais sur 5. Un rapport sur 5, c'est-à-dire 5 fois plus de 6 que de 3. Là actuellement, on descend à 4. 3 fois plus de 6 que de 3. Moi je dois être à 1, c'est-à-dire autant de 6 que de 3. Comme nos ancêtres. Pratiquement. Pourquoi c'est important? Parce que ça va gérer l'inflammation. Or, vous, pratiquement, à peu près, je le vois comme ça, la population française, elle est à peu près à 13 fois plus de 6 que de 3. En Europe, on est à 25 fois plus de 6 que de 3. Aux États-Unis, ils vont jusqu'à 5 fois plus de 6 que de 3. Toute la pathologie dégénérative, là, les obésités, les diabètes, et ainsi de suite, les cancers, et ainsi de suite. D'accord? Tout ce qui est. Alors la médecine les fait tenir pour l'instant, c'est comme ça, d'accord. Mais je ne vous ai pas dit au départ, mais c'est des statistiques qui ne sont pas de moi. 80% des pathologies cardiovasculaires, infarctus, AVC, 80% des diabètes, 80% des maladies neurodégénératives, 50% des cancers, moi je l'évalue à 60-70%,
sont évitables. Pendant cette période de silence, là où je vous disais. Mais on ne le sait pas. Et où les gènes sont liés à nos comportements. Donc ça veut dire presque qu'en dehors des pathologies accidentelles, que la médecine, c'est 20% de malchanceux, quoi, à la limite. Avant de nous-mêmes tomber dans la maladie. Donc on prend conscience de ça, bien sûr. Mais après, dans l'équilibre. Alors, quand vous voyez, pour en revenir, c'est pas pour vous accabler, mais en fait c'est quand même grave quand même. Que le plan national de santé, ils vous disent les graisses très peu, et qu'ils vous mettent un pété dedans, margarine, ok, c'est ça. Vous vous rendez compte le rôle dans la santé? C'est énorme, hein, c'est... Heureusement que vous ne connaissez pas parce que je me ferais flinguer. Mais c'est grave, hein, d'accord? Alors, les polyinsaturés, donc, il faut qu'il équilibre entre les 6 et les 3. Les 6, vous les aurez toujours trop. Alors les 6, ils sont d'origine végétale, animale, par le biais des produits laitiers et la viande animale transformée par l'ensilage, par les modes alimentaires, et par les pétés. Tout ça, ça aggrave l'acide arachidonique, qui est un médiateur normal, mais qui est trop puissant, qui file l'inflammation. Alors, il faut donc diminuer les 6 et augmenter les 3. Les 6 végétaux, or, la triade, c'est tournesol, pain de raisin, maïs. Tout ce que je vois quand je vais au Jubilé Vert, quand dans les champs, quand je vois... parce que ça va quand même dans l'alimentation animale, ça aussi, hein, bien sûr. Ok. Alors c'est vrai que de plus en plus, on a tendance à aller vers le lin, vers les huiles, les graines riches en oméga 3. Mais tournesol, pain de raisin, maïs, même si c'est la première pression, je ne les conseille pas. C'est très difficile d'effondrer les 6. Alors si vous voulez faire rentrer, il faut aller chercher les 3. Les 3, c'est le colza. Lui, finalement, le colza, c'est le gâteau fer. Il a les qualités de l'huile d'olive. Je ne parle pas de cuisson, hein, je parle de saison. La cameline, là, vous connaissez bien aujourd'hui, la cameline, c'est du lait. Ok, c'est le lait. La cameline, on appelle ça le lait matin. Actuellement, je conseille à chacun de prendre un verre de cameline par mois. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Je tente de le faire. La noix, l'huile de noix, les 3, l'huile de noix et le lait. Voilà. Ah, mais vous vous rendez compte qu'au cours de cette opération-là, je suis en train de vous mettre des huiliers sur la table? Je m'occupe de vos membranes cellulaires. Le soja, il est riche en... Or, si vous voulez, après, il y a un équilibre entre les 3 et les 6. Donc là, j'ai pris la gamme qui se rapproche du rapport de 4 à 5. Ou de 2 à 5. D'accord? Sinon, dans les autres, il y a des 3, mais il y a beaucoup de 6 aussi. Alors, dans le tournesol, vous n'avez que des 6, pas de 3. Dans le pépin de raisin, vous n'avez que des 6, pas de 3. C'est comme ça que j'ai appris que, par une curiste, l'autre jour, à Jules-les-Bains, que la recette de M. Guérard, il m'a dit, vous savez ce qu'il met, M. Guérard, dans son assaisonnement? Il met 3 quarts olive, 1 quart pépin de raisin. Oh bon, je dis, oh. Et, bon, je lui dis, c'est curieux. Bon, je savais qu'il travaillait avec cardiologue parisien, tout ça, mais je n'avais pas échafaudé d'autres remarques. Et c'est dans une autre station thermale où il y avait un affûté qui m'a dit, oui, bien sûr, il avait les bons olives, avec les pépins de raisin, donc vous savez, il y a la luminothérapie, tout ça, donc ils ont des grains, et donc il a introduit les huiles de pépins de raisin donc, dans son assaisonnement. Voilà, comment la chose. Tournesol, que des 6, pas de 3. Maïs, que des 6, pas de 3. Pépins de raisin, que des 6, pas de 3. Colza, 10% de 3, 20% de 6. Ah, on est sur un ratio de 1 sur 2. Intéressant. Si vous tapez sur l'ordinateur ratio oméga 6 oméga 3, vous allez voir tout ça, hein, tout ça va sortir. Hein. Noix, 10% de 3, 40% de 6. Ah, on est sur un ratio de 4. Bon, ça passe. C'est pas mal, c'est bien. D'accord? Fermeline et lin, 60%, 50 à 60% de 3, 10% de 6. Alors là, on inverse le rapport. Là, vous boostez. Ce qui veut dire aussi que les 6, vous les aurez toujours. Surtout si vous mangez du fromage, si vous mangez de la viande, et ainsi de suite. Et pour booster encore les 3, il faut aller les chercher chez l'animal. Et chez quel animal on va chercher les 3? Le poisson. Voilà.
Voilà, on rentre dans le cycle, et oui, le poisson. Attendez, ça c'est génial ça. Je suis passé à Cotteret, et je passe derrière un gars qui vend des produits. Et je ne le connais pas, hein. Mais comme j'ai des gens comme ça, qui sont vigilants dans ce qui se dit, il arrive et il commence à démolir la santé des Esquimaux. Il dit le poisson est pollué, ce qui est vrai, donc les Esquimaux sont malades, ce qui n'est pas vrai. Ils sont malades d'autre chose, ils sont malades de l'alcool, parce qu'ils fument et tout ça, je veux dire, parce qu'ils commencent à rejoindre le monde industriel, je veux dire. Et donc moi je vous vends des gélules de poisson, d'huile de poisson. D'accord. Et donc il vend des huiles de poisson. Donc le dilemme, effectivement, c'est comment, la question qu'on pose régulièrement, c'est comment avoir du poisson à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut manger du poisson à l'heure actuelle? Quand je vois que les cardiologues disent pas plus de 2 fois par semaine, mais c'est la folie. C'est la foutaise, ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien. Alors est-ce qu'on mangeait du saumon? On ne mangeait plus de saumon. Pourquoi? Pourquoi manger plus de saumon? Parce qu'on ne vous en donne pas? Les métaux lourds dedans. Alors ça c'est la Norvège. On va éviter les produits norvégiens. Et même écossais, parce que c'est la Norvège qui va les élever à l'Écosse. Qu'est-ce que je vais manger ce soir en arrivant chez moi? Puisque je vous dis que... Un tartare de saumon. Non? Vous avez, chez Leader Price, qui monte chez Leader Price, il monte en gamme actuellement, hein, ces magasins. Parce que moi je les tous les magasins, je regarde tous les surgelés, tout ça, je regarde. Si je vous dis que je vais chercher le surgelé, c'est parce que le tartare, on ne le fait qu'avec des sushis, qu'avec du surgelé. Même si c'est du frais, il faut le surgeler pour les parasitoses. Vous avez chez Lidl, chez Picard, chez Fendus, du saumon sauvage, du rosé du Pacifique, à moins de 15 € le kilo. Ok? Moins de 15 € le kilo, sauvage. Alors on peut me dire que même le sauvage, il peut passer dans des trucs comme ça. Mais du sauvage. Allez-y, cherchez. Dans les bio, dans les trucs monoprix, des choses comme ça, vous savez, en ville, les magasins qu'il y a ou dans les grandes surfaces, cherchez les Fendus, ça coûte, les 400 grammes coûtent 7 €. Sauvage, c'est écrit, hein, saumon sauvage, pêché en Pacifique. Chez Lidl, ils commencent à faire venir des crevettes sauvages. Des crevettes sauvages. Non, mais jamais des crevettes sauvages. Parce qu'elles sont d'élevage. Vous avez les seules crevettes sauvages en dehors de Madagascar. Actuellement, c'est l'Argentine qui a. Alors l'Espagne en a beaucoup. Ça rentre déjà trop facilement, des crevettes sauvages. Pas cher, hein, à 12-14 € le kilo. Hein, d'accord. Entière. Et chez Lidl, actuellement, j'ai vu pour la première fois, parce que j'habite sur Marseille aussi, j'habite à Marseille, où il y a pas de poisson. Là, ils font les crevettes sans tête, sauvages, du Mexique, à 18 € le kilo. Donc je veux dire par là, oui, c'est abordable. Après, vous pouvez acheter des sardines aussi congelées, que vous faites dégeler, un peu de citron, vous les cuisez au citron, tout ça. C'est vite fait, ce sont des repas vite faits, ça. La cuisine vapeur, les salades et les cuissons comme ça rapides, ça se fait. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous vous levez le matin, pensez au boulot, Ah non, mais c'est vrai, il y a une membrane cellulaire, c'est de la graisse, je pense que c'est ça. Ah oui, il a une grosse taillade, ça nous a dit qu'il fallait faire gaffe au gène, il y a le feu, il y a la rouge, il y a tout ça. Puis après, puis si vous dites, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ben vous avez un temps de retard. Si vous vous dites le matin, en vous levant, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Vous avez un temps de retard. Ça s'anticipe. C'est possible d'anticiper. Ça veut dire, comme nous disions un jour une dame, il faut passer du temps à s'occuper de soi. Ok? C'est votre santé. La médecine, moi j'arrive, je vous ai dit plus d'une siècle de médecine, j'arrive à une époque où la médecine, celle que j'ai connue, va commencer à s'éteindre. On va vers une médecine connectée, différente. Alors de moins en moins de médecins, il y a des problèmes, on en a parlé de tout ça. Et la médecine actuelle, elle est de plus en plus agressive. Parce qu'il y a la technologie qui est là, il y a les diagnostics avec l'imagerie, on trouve des choses, et comme on se plaint tout le temps, clac, c'est agressif, on opère. Donc, prenez soin de votre santé pendant ces décennies dans lesquelles tout se joue entre vos jeunes et l'environnement. C'est ça le message que je veux faire passer, d'accord? Rien qu'avec des huiliers sur la table, c'est pas compliqué. Oui? Que pensez-vous de l'alimentation végétarienne? Mais on tend vers le végétal, d'accord? Si le végétarien vous dit ajouter un peu de poisson, c'est pas de problème, c'est complet. L'alimentation idéale, c'est l'alimentation du japonais moyen, c'est-à-dire du végétal et un peu d'animal, et pratiquement. Mais ce qu'il nous faut, c'est le problème des huiles. D'accord? Alors, dans je vous dis la quantité, et dans l'olive, il y a ni 6 ni 3, il n'y a que des 9.
D'accord? Donc voilà, donc il vous faut des huiliers sur la table. Alors, je vous fais une petite démonstration, et puis après vous posez les questions. Au travers de mes interventions comme ça, je fais passer un message pour passer aux petits-enfants, aux femmes enceintes, mais aux petits-enfants. Alors je dis aux grand-mères, bon, vous avez vos petits-enfants, vous allez leur faire l'expérience suivante. Vous allez dire, voilà, votre grand-mère est allée voir le cardiologue, et le cardiologue lui a dit qu'elle était malade, elle avait le cœur malade, et il lui a dit qu'il fallait qu'on consomme des huiles, mais qu'elle ne savait pas lesquelles. Et je souhaiterais que mes petits-enfants m'aident à faire les mélanges. Alors, vous achetez d'abord des huiliers ludiques pour les petits-enfants. Des huiliers ludiques. Comme ça. Comme ça. Parce qu'un huilier par enfant. D'accord? C'est important ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé à Marseille quand j'ai fait la conférence là où travaille ma fille. Et vous achetez une olive, un colza, une noix et un lait. Vous mettez des petites coupelles blanches devant et des morceaux de pain. Et vous dites, voilà, il faut que vous me dites à faire le mélange. Dans un mélange, vous leur dites, faites 50 olives, 50 colza. Dans un autre mélange, 50 olives, 50 noix. Dans un autre mélange, 75 olives, 25 lait. Et vous avez versé dans les coupelles et vous les faites goûter. Et vous voyez les réactions. Les réactions, où ils vous disent, ben, c'est mauvais. Ou ils vous disent, moi c'est celui-là mon mélange. C'est terminé, le huilier est à lui. Il ne le prête pas, c'est fini, il est à lui. Il a son huilier sur la table. Et vous ne comptez pas ce qu'il met à l'assaisonnement. Depuis le temps que je dis ça, ça fait 2 ans que je dis ça. Avant-hier, pour la première fois, j'ai trouvé à Cotteret, quelqu'un qui m'avait écouté, qui l'a fait à ses petits-enfants et qui ont adhéré à cette chose-là. Enfin, j'ai une réponse. Ok. Après, je n'ai pas de réponse. Mais vous vous rendez compte, l'enjeu, c'est comme si une femme est enceinte. Donnez-lui du colza ou du lait. Moi, je mets tout le monde sur l'air actuellement. Pour voir les résultats. Puisqu'il y a toujours un processus inflammatoire. Tout est bénéfique. Et vous aurez la surprise de voir que même en bateau, vous n'avez plus de douleur nulle part, les essentiels. D'accord? Et vous aurez l'impression, mesdames, de voir que les coliques vont mieux, et ainsi de suite. Et peut-être que ça ira mieux même amouralement. Parce que c'est le cerveau aussi qui travaille là-dessus. D'accord? Vous voyez l'enjeu important de c'est simple, enfin, c'est simple, ça c'est mon fils Sophie de panier, vous savez, mais c'est simple, mais quel chemin il y a à faire là-dedans? Alors vous qui êtes dans la qualité, parce que la sécurité, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a mon intoxication alimentaire et tout ça, bon. Mais la sécurité c'est pas suffisant. La qualité c'est très important, car la qualité, les minéraux qui sont plus dans l'assiette, ça gère tout ce qui est oxydatif, toute l'oxydation, parce que qu'est-ce qui se passe dans ces huiles qui sont dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe avec une huile? Ça rancit, ça s'oxyde. Donc si vous n'avez pas la qualité antioxydante par l'assiette, à la longue, il y aura des problèmes qui se poseront. Vous voyez où en est la vulnérabilité. Voilà donc un peu ce que je voulais vous dire, sur un plan nutritionnel. Je vous ai mis le paquet. Quand j'ai fait ça à Marseille, alors, ma fille, elle travaille sur 2500 employés là, dans la tour CMA, c'est maritime, qui m'ont félicité après le restaurant d'entreprise, il faut toutes les cuisines mondiales, dessus, de verre, hein, sur le port. Et j'ai su, parce que ma fille était là, que beaucoup de femmes amenaient leurs huiliers, même s'il y avait des assaisonnements. On ne laisse plus l'huile à quelqu'un d'autre. Si ça marche, ah ben, vous verrez par la suite. Voilà un peu les bases que je voulais vous dire, un peu, ça vous frappe un petit peu. Mais si vous voulez, j'ai aussi enfin, je suis quand même médecin de terrain, hein, je vois quand même à la longue aussi des résultats. Et quand je vous dis que dans l'avenir il y a des gros problèmes, vous voyez, hein, sur ce qui se lit là, sur les problèmes de modulateurs endocriniens, les problèmes des conflits entre la santé, l'économie. Là, je vais découvrir que dans l'Europe, il y avait les séances, les environnements, enfin les commissions environnementales et les commissions sanitaires. Vous pouvez penser que les commissions sanitaires, ça va être pour la santé des consommateurs. Mais non. C'est un intérêt politique, c'est un intérêt économique et des lobbies. Et par contre, ce qui remue, ce sont les protections de la nature. Voilà. Voilà les enjeux, mais déjà à titre personnel, déjà vous pouvez commencer à avoir une idée de ce que l'alimentation, qu'on ne vous dira pas encore pour l'instant. Alors après, maintenant, vous pouvez poser des questions aussi.
Allez, allez-y. Moi j'aurais aimé ça, j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de ce que vous pensez du sucre. Le sucre. Le sucre, lequel? Je sais pas le sucre. Bon, Quels sont en tant que densité nutritionnelle, en tant que qualité nutritionnelle, l'exemple du sucre qui n'a aucune qualité nutritionnelle, c'est le sucre blanc. Le sucre blanc. Il n'y a pas de minéraux, ce n'est qu'un alcoolique. Le sucre idéal en qualité nutritionnelle, c'est le sucre des légumineuses. Des lentilles, des pois chiches, et ainsi de suite. C'est pour ça que le diabète n'a pas de régime. On doit tous manger comme lui. C'est-à-dire qu'on appelle ça des légumes à index glycémique bas. C'est-à-dire que lorsque c'est mélangé avec des fibres alimentaires, le sucre se décharge lentement dans l'organisme. Donc dans le sucre, je ne parle pas de celui des pétés, bien sûr. Bon, parce que vous mangez 10% de sucre dans les 55% ou les 40%, vous risquez rien, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça n'apporte rien. Maintenant, est-ce que pour autant il ne faut pas manger un gâteau? Non, c'est pas vrai, il faut se faire plaisir, c'est vrai. Mais c'est pas quand même la base alimentaire. Donc le sucre blanc par lui-même, franchement, on peut s'en passer, on s'en passer. C'est clair. Oui. Et tout ce qui est pâte blanche, pain blanc, est-ce que c'est considéré comme produit transformé? Et du coup, il faut s'orienter vers... C'est pas véritablement un produit transformé, mais c'est quand même un produit où il n'y a rien. Oui, du coup, il faut s'orienter vers quelque chose que... Ah, on pourrait pas poser des questions sur le gluten, là. Oui, ça change beaucoup. Ça, bon, en France, il y a des rôles de planification, quand même. Il y a des pains, mais le pain blanc, c'est le pain qu'il faut éviter, c'est sûr. Il n'y a pas de minéraux, et ce sont des glucides à index glycémique bas, c'est-à-dire qu'ils passent rapidement. Je ne vous ai pas dit le secret aussi de la pathologie, c'est ce qu'on appelle l'insulinórésistance, c'est-à-dire qu'il ne faut plus le sucre passer rapidement, plus on épuise le pancréas, plus on épuise l'insuline. L'insuline étant diffusée, elle fait appel à des facteurs qu'on appelle l'insuline grand facteur qui viennent du cerveau, et ça, ce sont des facteurs puissants de la multiplication cellulaire. C'est-à-dire, donc, qui se tombe sur l'insuline cancéreuse, ça flamme. Donc, l'insulinórésistance, c'est un des mâles de notre type de société, dans lequel, bon, les produits transformés, les briocheries, tout ce qui est sucre comme ça, favorise effectivement l'insulinórésistance. Donc il faut s'écarter de plus en plus de cette chose. Dans le pain... c'est comme les pâtes complètes. C'est pareil. Voilà, les pâtes complètes. Donc il n'y a pas beaucoup de minéraux, donc on est perdant un petit peu de ce côté-là. Il y a des calories mais pas de minéraux. Par contre, une révolution qui arrive, c'est le problème du gluten. Alors le problème du gluten, est-ce que vous pensez que c'est surfait, ou que c'est vrai, ou c'est une mode, ou vous avez une idée sur le gluten pour des gens près de la terre? Déjà, il y a une différence entre une allergie au gluten et qu'on est sensible. Intolérance. Intolérance. C'est bien ça, c'est bien. Tu vois la différence qu'il y a entre l'intolérance et l'allergie. L'intolérance, c'est que vous l'avez tout de suite. Ok? Ça peut exister, chez les enfants, l'intolérance. L'allergie, c'est différé. C'est-à-dire qu'une fois que ça va rentrer dans l'organisme, ça va faire un bug avec le système immunitaire, et il va y avoir des pathologies qui vont arriver, différées par rapport à l'ingestion. Ça, c'est l'allergie. Or, actuellement, il y a de plus en plus d'allergies au gluten. Et pourquoi il y a de plus en plus d'allergies au gluten? Parce qu'il y a un enrichissement du génome du blé en gluten. Et pourquoi il y a un enrichissement du blé en gluten? Parce que sont incriminés les pesticides Monsanto. Ça c'est prouvé, sur la souris, tout ça, quand ils alimentent des souris avec du blé par Monsanto et du blé qui n'est pas traité par Monsanto, les souris qui sont élevées par Monsanto, elles font toutes des allergies au gluten. Hein. Et les raccourcisseurs de tiges de blé qui ont enrichi le génome en gluten. Et notre système immunitaire n'est pas fait pour reconnaître ça. Donc, suivant les sensibilités de chacun, suivant les sensibilités du système immunitaire, effectivement, eh bien, il y a de plus en plus d'allergies au gluten. C'est un problème, ça, hein, bien sûr. À tel point que dans certaines maladies, comme les fibromyalgies, comme les maladies auto-immunes, on appelle ça l'éviction, c'est-à-dire le régime ancestral, l'éviction de tous les produits laitiers et du blé, c'est-à-dire du fromage asiatique, avec du foie gras. Ah ouais, c'est pas examiné. Bon, ok. Et ici, on supprime la gliadine, on supprime le gluten, on supprime les lactoglobulines dans le blé, dans le lait. Et ça, on rentre dans le paire de manches, c'est pas facile. Hein. Oui. Est-ce que si on remplace les céréales industrielles par des céréales alimentaires, Oui. pour les gens qui ont maladie inflammatoire, Oui, les potes, tout ça. le camus, Oui, 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 oui. est-ce que ça c'est bien? Oui, 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 oui. Parce que ces blés-là, si vous voulez, ils ont à peu près 7 paires de chromosomes, alors que les blés, nous, classiques qu'on avait, ils avaient 21 paires de chromosomes, et là, actuellement, ça modifie tout le génome du blé. D'accord? C'était pas fait comme ça. Mais effectivement, dans les blés anciens, le camus, les potres, tout ça, ça peut.
Oui. Par rapport à l'équilibre acido-basique, les huiles, elles ont un effet ou pas? Non, je ne sais pas ça. Je sais. Et vous en pensez quoi de cet équilibre acido-basique qui est souvent... C'est très important. Je ne suis pas spécialiste de l'équilibre acido-basique, mais des amis avec qui j'ai discuté, si vous voulez, qui n'emploient plus d'antibiotiques, ils travaillent là-dessus. Et donc, il faut aller chercher par l'alimentation, les aliments riches en potassium, pour l'équilibre basique, parce qu'on est trop acide sinon. D'accord, voilà. Donc effectivement, ça a un rôle important, je suis entièrement d'accord. Je pensais que ce que vous disiez, c'était aussi dans ce sens-là, parce Non. qu'en effet, si on Non. consomme moins de produits laitiers, de produits alimentaires... Oui, indirectement, je vais vers ça, c'est vrai. Voilà. Mais bon, j'y vais indirectement. Voilà. C'est-à-dire que, au travers de ce que je vous dis là, il n'y a aucune contre-indication. Vous êtes tous gagnants. Pratiquement. Même sur le plan financier. Alors, le thème, si vous voulez, c'est que le prix. Le prix. Alors, c'est vrai que des huiles comme ça, on va chercher quand même à 28 € le litre. D'accord, dans la qualité, si vous voulez, finalement, c'est le colza qui revient à 7 € le litre. Pratiquement, qui est le mieux. Maintenant, je vous dirais que ramener à une cuillère à soupe, ou deux, même si vous partez avec 30 € le litre, il y a 100 cuillères à soupe à peu près dans un litre, ça fait 30 centimes. Donc à la limite, ça fait 60 centimes. Alors est-ce que déjà, dans des gammes de prix importantes, c'est possible pour les familles qui sont en difficulté. Alors qu'avec le colza, vous tombez à 0,70 centimes. 0,07, oui, c'est ça. Donc un jour, j'avais fait une conférence à la Carcassonne pour les populations défavorisées, mais ça tombait pile, c'est leur mode nutritionnel. Parce que quand on vous dit manger diversifié, ça ne veut rien dire du tout. Vous pouvez manger diversifié et faux. Vous pouvez manger bio et faux. Vous pouvez manger monotone et juste. Donc, manger sain, c'est manger pauvre. C'est-à-dire revenir vers les pois chiches, vers les lentilles, vers tout ça. D'accord. Et peu d'animal. Et peu d'animal. Oui. Une question, il y a des huiles que vous n'avez pas évoquées, l'huile de sésame et l'huile de tartare. Oui. Quelles sont ces deux? Bon, là, je suis en train de faire mon prochain bouquin, je commence à les répertorier, tout cela, bien sûr. Mais bon, c'est toujours pareil, j'ai mis en tête de liste celles qui avaient le meilleur rapport 6-3, mais même si elles ont des 3, elles ont aussi des 6 en quantité importante. Alors ce que j'essaye, si vous voulez, c'est vraiment de booster les 3, parce que moi, je me rends compte sur le plan clinique. D'accord. Et en 3, vous n'avez aucun inconvénient, vous n'avez pas de risque. Quand vous le poussez à l'extrême, les 3, vous avez par exemple les Esquimaux qui font des hémorragies. Puisque oui, je vous ai dit que les 6 étaient pro-inflammatoires et les 3 étaient anti-inflammatoires. Mais les 6 sont aussi pro-agrégats plaquettaires. Et les 3 sont anti-agrégats plaquettaires, c'est-à-dire qu'elles fluidifient le sang. Donc les Esquimaux qui en consomment beaucoup font des hémorragies. Ils ne font pas d'infarctus. Mais j'avais eu une expérience que j'ai plus revue d'un confrère qui a fait, il a été génial. Il consommait 600 grammes de poisson par jour et il s'est posé des électroencéphalogrammes. Et il a vu une modification, oui c'est énorme, d'accord. Il a vu une modification à l'électroencéphalogramme au bout de 6 mois. Donc vous n'entendrez jamais des surquotas en oméga 3. Ça c'est clair. Par contre, vous serez toujours à lutter à l'entour de 6. Ah, oui, question? Qu'est-ce que vous pensez des produits de Blanqueur qui... Ah, c'est pas mal ça, oui, c'est vrai. Je ne vais pas souvent sur leur site, mais c'est pas mal, oui. Mais je veux dire, voilà. On peut se fier à ça ou... Comment? On peut se fier à ces produits-là ou... Je crois que oui. Mais si vous voulez, il faut parler avec les commerçants. Il faut parler avec le... Quand on va au marché, le marché c'est convivial, d'accord? Dernièrement, là, je revenais là, dans la voiture, j'écoutais l'émission, et je crois que c'est une émission, enfin, un travail néo-zélandais, qui ont étudié 2 populations d'otaries. 2 populations d'otaries. À une population d'otaries, ils leur donnaient à manger. À l'autre population, ils les laissaient se débrouiller pour trouver la nourriture. Et à la fin de l'histoire, ils ont remarqué que la population d'otaries, on leur portait tout près, développait des problèmes médicaux, des problèmes de société, bref, c'était des dégâts. Alors que chercher sa nourriture, c'est stabilisant, c'est rassurant, ça permet donc c'est triste de ne pas faire la cuisine, c'est triste de ne pas aller marcher. C'était important parce que je me souviens quand même en faisant la cuisine, on peut écouter la radio. Hein. Voilà. Donc après la qualité des produits, vous le tout ça, je pense que c'est pas mal.
Il y avait une question, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Ben, si vous voulez, la graine a plus des fibres alimentaires. D'accord. Mais il y a des gens qui arrivent aussi, qui sont depuis longtemps sur les graines de lin, hein, de lin ou de couche. D'accord. Mais la graine a l'avantage aussi d'amener des fibres alimentaires, et donc là on revient à la flore intestinale, pratiquement. Mais qui c'est qui va vous guider? C'est votre corps, hein. C'est lui qu'il faut écouter. D'accord. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, si vous n'avez pas d'autres questions. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. L'huile de noix. Bien, d'accord. Et 10% de 3, 40% de 6, mais bon, elle est chère aussi, mais enfin. L'huile d'arachide. Alors l'huile d'arachide, je ne sais pas. Je ne sais pas où la mettre. Au fait, qui c'est qui achète de l'huile d'arachide? Maintenant, plus beaucoup, mais jadis, quand on était petit, nous, ma mère... Exactement, mais bien sûr, je suis entièrement d'accord, c'est vrai. Mais au restaurant, c'est possible, oui. Au restaurant, c'est possible, parce que ça coûte pas cher, et c'est sûr. Mais l'huile d'arachide, c'est l'équivalent quand même d'une monoinsaturée qui est stable à la chaleur, mais elles sont raffinées. Ce que je veux dire par là, c'est éviter quand même le maximum les huiles raffinées. Il faut les faire vers la première pression. Voilà. C'est bon, vous allez vous débrouiller? Allez-y, il y a quoi la question? Et que faut-il penser de l'huile de noix de coco? Alors écoutez, vous faites un coup de touche pour me poser cette question. Alors je suis allé sur internet. Elle est très riche en acides gras saturés. Ah ouais. Elle est riche en acides gras saturés. C'est ça, s'il vous plaît. Et entendons-nous bien, là vous me posez des questions par curiosité. Vous avez du boulot peut-être sur la planche à partir de demain, je veux dire. Et avec tout ce que je vous ai dit, il va falloir réviser votre placard d'abord, ouvrir les placards, voir ce que vous avez dedans, et vous vous dites, tiens, ah, au fait, allez, dernière question. Qu'est-ce que c'est ISO4? Qu'est-ce que c'est ISO4? Un PT. C'est un PT, d'accord? Voilà. Oui. Et c'est-à-dire, ils ont en avance. Ils voient. Vous savez que celui qui commande, c'est le consommateur, c'est vous qui devez rendre service à tous ces gens de la terre, à tous ces jeunes qui font de l'agriculture bio, qui font des marchés, qui ouvrent des voies de distribution. Hein, c'est important. Je vois à Marseille, quand vous arrivez à Saint-Charles à la gare, il y a des paniers, il y a des mapas. Quand je vois ma fille qui est dans sa boîte, il y a régulièrement toutes les semaines, on vient porter des paniers. Donc il y a quand même un lien qui se fait, mais c'est vrai que c'est vous qui devez dicter et commander le choix. Ne serait-ce que pour votre intérêt personnel. Voilà. C'est bon? C'est bon, ça s'est passé? Ok.